Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, donc je vous retrouve pour cette quatrième, cinquième, je crois cinquième déjà vidéo, du coup donc de révision de physique pour les oraux. Donc rapidement, je fais des rapides rappels évidemment, toujours comme d'habitude, avant de commencer donc la résolution de l'exercice ici, qui concerne des ondes à une dimension et plus précisément un ressort qui tombe. Je fais passer les oraux blancs cette année en physique et du coup je vais donner un certain nombre d'exercices que je décide de corriger ici, voilà. Donc c'est des exercices qui sont faits pour être des oraux de centrale, donc durer à peu près 30 minutes, avec éventuellement 30 minutes de préparation, ça dépend des étudiants. Ensuite du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est honnêtement je pense l'exercice le plus difficile que je vais donner, notamment parce que en fait comme vous allez pouvoir le voir déjà il est très long, puisqu'il provient d'un sujet d'écrit et pas du tout d'un sujet d'oral, mais je trouve intéressant de le donner un sujet d'oral, enfin j'essaie de le recomposer un peu à ma sauce quoi. Donc l'idée en gros c'est quoi? C'est qu'on va avoir en fait un ressort qui va être accroché au plafond donc, dans un premier temps. Puisqu'il est accroché au plafond, du coup il a une certaine masse ce ressort, donc il va exercer une certaine tension et du coup en fait on va avoir on va dire le ressort qui va s'étendre un petit peu dû à la gravité. Et donc dans un premier temps en fait on va étudier donc xi, c'est-à-dire que xi c'est quoi? Xi c'est la variation en fait par rapport donc à la position d'équilibre lorsqu'on a notre ressort de longueur L0, une petite couche de ressort qui d'habitude qui est du coup à la position x quoi. Donc on va étudier donc cette petite variation, c'est le xi classique que vous considérez lorsque vous étudiez les ressorts. Et ensuite, donc en fait, dans un deuxième temps, l'idée c'est qu'une fois qu'on a pendu le ressort au plafond et qu'on a attendu très longtemps et donc que le ressort est parfaitement statique, en fait, on va lâcher le point d'attache. En fait, on va casser le point d'attache qui est entre le ressort et le plafond. Du coup, le ressort se met à tomber et en fait, on étudie ça. Donc, ça fait des trucs très jolis. Donc voilà. Donc en gros, l'idée c'est que ça fait quoi? L'idée c'est que en fait, vous voyez qu'au début, donc quand on va lâcher le ressort, en fait, l'idée c'est que la partie inférieure du ressort ne bouge pas. Et on a la partie supérieure qui va se ramener vers la partie inférieure. Et en gros, c'est seulement quand la partie supérieure atteint la partie inférieure que la partie inférieure se met à bouger. Donc c'est assez intéressant. Et sauf que le problème, c'est que du coup, voilà, c'est un petit peu pour ça que c'est un exo qui peut faire des débats. C'est que la résolution est hyper relou. Et par ça, j'entends qu'elle est en fait assez difficile. Donc là, dans un premier temps, je vais uniquement corriger donc les choses que j'ai pu faire en oral à la personne à qui j'ai donné. Et concernant la correction, c'est nettement pas urgent, enfin de la résolution, c'est nettement pas urgent parce que c'est pas non plus ultra intéressant, enfin c'est seulement du bourrinage de calcul et c'est plutôt relou calculatoirement parlant que réellement intéressant je trouve. Cependant, j'y consacrerai, je l'espère, une vidéo parce que je pense que ça intéressera des gens d'avoir le flambeau sur l'exercice. Juste c'est pas une priorité et si j'ai pas la flemme de le faire, voilà, je pourrais le faire un jour. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai dit que je ferai qu'au final j'ai jamais fait. Donc voilà, peut-être que ça en fera partie. Mais au pire, pour les curieux, je pourrais vous donner à la fin de l'exercice, à la fin de la vidéo, les pistes donc de réflexion sur cette résolution. Ok, donc dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est donc en fait on va étudier le cas classique, le cas où on est attaché au plafond et donc on est pendu. L'idée, ce qui est très important ici, c'est qu'en fait ça va nous donner les conditions initiales quand on va lâcher le ressort. Voilà. Parce que du coup on va avoir une vitesse nulle, donc 6 points de x qui sera nul pour tout x en t égale 0, et en même temps du coup xi de x et à t égale 0, ce sera en fait le xi de x qu'on va déterminer maintenant. Donc déjà, donc un rapide rappel au niveau des ressorts. Donc la force ici qu'on va considérer, alors en fait elle a cette formule là. Donc la force du coup de la partie on va dire basse sur la partie haute du ressort, du coup en fait elle va être proportionnelle à k0 fois L, fois la dérivée de xi par rapport à x en x, et elle sera portée selon x, donc c'est-à-dire vers le bas. Donc ça c'est bel et bien la force qui est sur la partie du bas sur la partie du haut. Alors, donc K0 c'est la raideur du ressort, L c'est la longueur. Alors concernant l'expression de cette force, c'est pas trop dur à redévelopper, c'était détaillé au début du sujet écrit. C'est pas du tout ce qui m'intéresse ici, donc on va pas revenir dessus. Sur ce qu'on va revenir, c'est l'interprétation physique de xi, parce que c'est pas évident. Quand par exemple vous bossez sur des cordes, hop, vous savez que l'objet d'étude, donc ce sur quoi vous appliquez votre relation de Lambert, c'est en fait c'est y. Ou y c'est quoi? Ça va être la variation du coup de la variation de la hauteur du coup d'un bout de la corde. Donc, par exemple si là c'est mon axe x, hop, vous allez étudier y en x, donc par exemple ce point là, et en fait il est à altitude y, et du coup vous allez étudier donc l'altitude du point de la corde qui est en x. Ok, là quand vous étudiez le ressort, le xi qu'en fait vous étudiez, donc j'ai fait l'expliquer tout à l'heure, c'est qu'en gros vous considérez votre ressort, et donc vous considérez la tranche du ressort qui est normalement, donc votre ressort est soumis à rien du tout, qui est donc normalement à l'équilibre, en fait à l'abscisse x. Et l'idée c'est que cette tranche de ressort, due aux ondes de compression de dilatation qui vont passer dans le ressort, elle va être légèrement déplacée. Et c'est ce déplacement que vous appelez xi de x. Du coup, xi de x c'est quoi? C'est bel et bien une longueur. Et donc ça va être en fait, xi de x ça décrit donc le déplacement dû au fait qu'on soit pas à l'équilibre de la tranche qui est normalement en x. Ok. Du coup ici, en fait xi de x ça sera donc une altitude, et donc ça va dire, en fait ça va donner x plus xi de x, donc ça va donner en fait l'altitude, on va dire, ouais c'est ça, de la tranche qui est au repos, qui serait au repos en x, voilà.
Ok, donc une fois maintenant qu'on a ça, donc on va pouvoir passer donc, à la résolution. Donc bon, au début, l'idée c'est que je vais pas forcément préciser les questions ici, mais au début, en fait, on va chercher à trouver une équation différentielle sur xi de x, enfin sur xi, avant du coup de la résoudre en utilisant les conditions limites. Et une fois qu'on l'aura résolu, on aura le profil de xi, donc c'est plutôt classique. Donc l'idée, puisqu'on est en statique, bon, bah évidemment, on se doute qu'on va rien avoir qui dépend du temps. Donc, enfin, de toute façon, là on va plus ou moins établir une équation de D'Alembert. Donc bah évidemment, pour ça, on commence à appliquer un PSD. Donc pour ça, on va venir considérer une petite tranche de ressort située entre les axes x et x plus x, donc de la longueur dx, et on va donc s'intéresser aux forces qui s'exercent sur cette tranche de ressort. Du coup, on a donc d'un côté la force qui exerce le bas du ressort sur le haut du ressort. Donc cette force-là, on a vu qu'elle allait avoir pour expression, je vais l'appeler FD, on a vu qu'elle allait avoir pour expression K0L, enfin la dérivée de xi par rapport à x, en x plus dx de x. Okay. On va également avoir une force, celle-ci à gauche, qui va du coup essayer de rappeler le ressort. Donc cette force, on va l'appeler donc FG. Et donc elle va valoir K0L fois la dérivée de xi par rapport à x en x. Et elle va être orientée sur le moins x. Et en même temps, vous allez avoir votre poids. Parce que du coup, je ne l'ai pas forcément précisé, mais l'idée de l'exercice ici, c'est donc bel et bien que vous avez votre force qui. Enfin, votre ressort qui va vers le bas à cause du poids, quoi. À cause de la gravité. Et du coup, donc puisqu'on va appeler donc, par exemple mu sa masse clinique, hop, mu ça va être la masse clinique. Donc du coup ici, on voit que la masse totale du ressort ça va être mu dx, donc on va avoir le poids P qui va être égal à mu dx g x, évidemment orienté vers le bas. On va donc appliquer un PFD donc dans un référentiel du laboratoire, donc supposé galiléen. Le système c'est quoi? C'est donc la petite tranche de ressort située entre x et x plus dx. Donc du coup on va donc naturellement avoir mu dx fois la dérivée seconde de xi par rapport à t porté par x, qui va donc être égal à, évidemment, à la somme des forces, c'est-à-dire K0L dérivée de xi par rapport à x en x plus dx, moins K0L pour la dérivée de xi par rapport à x en x, plus mu dx fois g, et tout ça porté par x. Donc nous, on va projeter sur x, voilà. On voit que donc ça fait 0 parce qu'on est en statique. Et après, en fait, on va factoriser ici par K0L pour pouvoir ici exprimer ça en dérivée. Donc là, on a 0, donc on va avoir donc ici K0L fois la dérivée seconde de xi par rapport à x dx plus mu dx fois g. Et donc on va simplement simplifier par dx et diviser par K0L par exemple pour du coup obtenir directement une première équation, à savoir que la dérivée seconde de xi par rapport à x, comme ceci, va donc être égal à moins mu g sur K0L. Ok, c'est donc la première équation qu'on a. Là on voit que c'est cool parce que du coup on a donc la dérivée seconde de xi par rapport à x, c'est une constante. Et donc en intégrant deux fois, on va pouvoir donc choper à la fois le profil de xi. Et du coup ça veut dire qu'il nous faut deux conditions limites. Et les deux conditions limites, en fait on va pouvoir les avoir, à savoir en 0 et en L, parce que c'est là que on a des conditions aux limites justement. Ok, donc ça c'est la forme. Après du coup, donc maintenant pour les conditions limites, donc on va en avoir une en L et une en 0. Donc l'idée c'est que dans ce cas-là, en fait, vous voyez qu'on a un point, on va dire une extrémité qui est libre, une extrémité qui est attachée. Et en gros, il faut savoir que pour les ondes d'une dimension, vous aurez toujours que pour les extrémités attachées, vous aurez votre grandeur d'étude qui vaudra 0, et pour les extrémités libres, vous aurez la dérivée de cette grandeur d'étude qui vaut 0. Ok, je vais essayer de justifier un petit peu ça. Donc déjà là, on a une grandeur on a un point qui est attaché. Puisqu'ici on a un point qui est attaché, nécessairement on a xi de 0 qui vaut 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que xi, donc c'était le déplacement de la tranche qui est normalement 0, et là cette tranche elle peut pas se déplacer puisqu'elle est attachée. Donc vous allez bel et bien avoir xi de 0 pour les CL, xi de 0 égale 0. Pour trouver ici la même chose au niveau de la corde, si vous attachez votre corde ici, forcément votre corde elle aura jamais une ordonnée elle aura jamais une ordonnée qui sera non nulle, parce que du coup votre corde est attachée, simplement. Ok, après maintenant pour la deuxième condition, donc moi j'annonce que comme ici on a une extrémité qui est libre, de la même manière que là on a une extrémité qui est libre, on a la dérivée de la grandeur d'étude, donc à savoir ici xi et ici L, qui serait nulle. Donc ici on aurait dérivé de xi par rapport à x en x égale L, qui vaut 0. Donc comment est-ce que je justifie ça? Pour ça il faut appliquer un PFD. La méthode, c'est quand vous voulez sur les ondes à une dimension choper un renseignement quelque part, vous appliquez toujours un PFD. Donc soit une masse si vous avez attaché une masse au milieu de votre ressort, soit vous l'attachez, soit vous l'appliquez au bout, toujours appliquer le PFD. Ok, donc du coup on applique quoi? On applique le PFD à la petite tranche qui est située donc en fait entre L et on va dire L moins epsilon. Donc attendez, je vais aller au bout. Donc pourquoi L moins epsilon? Parce que l'idée c'est qu'après on va faire tendre epsilon vers 0. Et si jamais je mets du L moins dx, ça paraît moins trivial que je peux faire tendre dx vers 0 comme je veux. Epsilon, on voit bien que c'est un truc qu'on peut faire tendre vers 0 facilement. Donc je vais le considérer comme système. Le petit bout de ressort, qui est compris entre L moins epsilon et L. Ok. Ensuite, du coup, ce petit bout là, on lui applique le PFD. Qu'est-ce qu'on a? On a évidemment G, le poids plutôt, qui va s'appliquer à droite. À gauche, on va avoir FG qui va s'appliquer. Et à F droite, F droite n'existe pas puisqu'on est justement au bout du ressort. C'est là que c'est intéressant.
Donc si on applique le PFD, encore une fois, dans le référentiel du laboratoire, tout ça, donc galiléen, le système on l'a précisé, bref, vous allez avoir quoi? Bah vous allez donc avoir 0 pour l'accélération, qui donc est égal à moins k0L fois la dérivée de xi par rapport à x en L moins epsilon, ok, porté par x, plus mu dx, mu epsilon, pardon, fois g. Epsilon, c'est votre longueur, hein, et x, évidemment. Bon, vous projetez sur x, donc vous avez compris, vous avez donc du k0L fois la dérivée de xi par rapport à x en L moins epsilon, qui va donc être égal à mu epsilon g. Et maintenant, bah, vous faites tendre epsilon vers 0. Si vous faites tendre epsilon vers 0, bah, tout ça, ça va tendre vers 0, parce que g et mu restent finis. Et ça, bah, du coup, ça va tendre vers dérivée de xi par rapport à x en L. Évidemment que 0 est non nul, donc bah, du coup, vous en déduisez directement qu'en faisant tendre epsilon vers 0, vous avez donc dérivée de xi par rapport à x en L qui est égal à 0. Donc ça, c'est votre deuxième condition limite. À la limite, là, du coup, ce que j'utilise, c'est donc la continuité de la dérivée de xi par rapport à x. Ça, c'est bel et bien continu. Pour le savoir, en fait, bah, il suffit de faire exactement le même raisonnement, mais une abscisse quelconque, et de refaire tendre x vers 0. Qu'est-ce que ça va changer? Bah là, ce qui va changer, c'est que du coup, bah, vous allez avoir, du coup, de faire tendre dx, en gros, vous placez entre x plus epsilon et x moins epsilon, et vous faites tendre ça vers 0. Qu'est-ce qui va changer? Bah, du coup, encore une fois, donc le terme en mu epsilon fois g, il va dégager. Et du coup, en fait, vous allez cette fois-ci avoir une force vers la droite, une force vers la gauche. Et du coup, bon, vous allez simplifier vers k0l. Et en gros, vous allez avoir dérivée de xi par rapport à x en x moins epsilon. C'est égal à la dérivée de xi par rapport à x en x plus epsilon. Et en faisant l'epsilon vers 0, bah, vous allez retomber sur ce qui nous intéresse, à savoir que c'est bel et bien continu. Nickel. Bon, ça c'est éventuellement, au pire vous dites qu'on est en physique et qu'en physique tout est continu, ça marche aussi. Dans tous les cas, donc là, bah, du coup on a trouvé nos deux conditions limites, donc on va simplement pouvoir intégrer. Donc notre équation c'était quoi? Notre équation c'était la dérivée seconde par rapport à x de xi qui valait donc du moins mu g sur k0l. Donc bah, on va intégrer ça deux fois. Déjà on a vu que xi de 0 valait 0, donc on va simplement intégrer ça en xi de x qui va donc être égal à moins mu g sur k0l fois x carré sur 2 plus une constante fois x. Je vous ai passé les détails hein, évidemment puisque du coup après il faudrait rajouter une deuxième constante b, sauf que vous placez un x égale 0 et vous annulez cette deuxième constante b. Ok, nickel. Donc à partir de maintenant, bah, du coup on va utiliser donc notre dernière condition limite qu'on a pu utiliser, donc celle-là pour déterminer grand A. Donc dérivée de xi par rapport à x en x, ça vaut quoi? Bon bah du coup ça vaut du moins mu g sur k0l fois x plus grand A. Et ça, vous savez qu'en évaluant L, ça fait 0. Donc il vient immédiatement que grand A, ça vaut moins G sur K0L fois grand L. Donc je vais garder le mu G sur K0L, comme ça je vais pouvoir factoriser par tout ça. En ayant une expression symétrique, ce sera mieux. Donc du coup, on retrouve quoi? On retrouve donc xi de x. Ça vaut donc mu G sur K0L. Et il nous reste quoi? Il nous reste donc du moins x carré sur 2 plus Lx. Ok, et si on veut complètement symétriser l'expression, on peut à la limite, bon, là en vrai on s'est déjà symétrisé hein, du coup, mais vous pouvez juste factoriser par un demi, ce que je vais faire ici. Donc sortir un petit mu g sur 2k0l. Et donc il nous restera simplement ici du moins x carré plus 2lx. Ok. Donc je vais le réécrire. Là on peut faire des choses intéressantes. Alors avant de continuer un peu le travail, on peut déjà remarquer quelques trucs. Déjà, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir avec vos petits cours de toute première année sur les oscillateurs harmoniques, que quand vous pendez un oscillateur au plafond, globalement la longueur totale de votre ressort, ça va être du coup du L0 plus mg sur k. Ici du coup on peut s'amuser à essayer d'évaluer xi de L. En effet, si jamais donc en fait vous vous placez techniquement on est d'accord, votre longueur à vide elle a toujours valoir grand L ici, donc si vous vous placez en fait du coup votre longueur totale du ressort, ça sera la longueur totale du ressort de base, donc grand L plus xi de L. Du coup on aimerait que xi de L ce soit égal à mg sur k. Donc du coup on peut vérifier ça. Vous allez voir qu'on va avoir un truc marrant. Donc on va avoir du mu g sur 2k0l facteur de moins L carré plus 2L carré. Ok, donc moins L carré plus 2L carré, ça fait quoi? Parce qu'évidemment du coup je me place en L, hein. Moi ça va faire du L carré, ici je vais simplifier par L, on va donc avoir du mu GL sur 2K0, ok. Or mu L c'est quoi? Mu L, puisque mu c'est la masse clinique, mu L en fait c'est la masse totale du ressort, on obtient donc Mg, attention, Mg sur 2K0. Et du coup là on a un 2, et honnêtement je sais pas pourquoi ici on trouve un 2, alors que en première année on le trouve pas. Donc on voit qu'on a un facteur 2 qui diffère, je vais le réécrire, hein. On a bien du Mg, ou M c'est la masse totale du ressort sur 2K0. Donc voilà, donc du coup ce 2, j'arrive pas expressément à trouver d'où il vient, mais voilà, ici on trouve un 2. Donc c'est peut-être une théorie un petit peu plus fine, je sais pas, faudrait vérifier tout ça. En tout cas là on trouve donc bel et bien quelque chose qui dépend de mg sur k comme on a l'habitude, mais avec un facteur 2, donc qu'il faudrait expliquer. Ok, ok, c'est le premier truc marrant à remarquer. Le deuxième truc marrant à remarquer du coup c'est de trouver la force qui doit soutenir le ressort.
En effet, dans l'oral, quand j'ai filé cet exo, au début, la personne voulait essayer en fait, d'annuler 2 fois la dérivée de xi, donc à la fois en L et en 0. Or, le problème, c'est que, et du coup, en fait, si on applique le même raisonnement que ce qu'on a fait précédemment, donc ici, hein, on avait appliqué un PFD en L moins epsilon L, bah là, on peut appliquer un PFD entre 0 et epsilon. Si on applique un PFD, donc entre 0 et epsilon, bah du coup, on a bel et bien une force à droite, ok, on aura bien et bien le poids, ok, on n'aura évidemment pas d'accélération. Le problème, c'est que là, on a aussi une force, que je vais appeler, je sais pas, force grand A, pour la force d'attache, donc entre le ressort et le plafond. Bon, évidemment, faut pas oublier cette force d'attache, sinon, en effet, vous avez bel et bien une surface libre, en fait, hein, tout simplement. Mais par contre, du coup, ce qui est cool, c'est qu'avec ça, bah, vous pouvez déterminer la force d'attache. Parce que du coup, on va faire tendre epsilon vers 0, et donc on va voir simplement que la force d'attache, donc si je écris mon PFD proprement, j'ai donc le fait que ma force d'attache qui va être selon x, enfin du coup si c'est selon moins x, donc va être égale à ma force de droite plus le poids. Donc dans ce cas j'indique ma force d'attache, elle va être égale donc à K0L fois la dérivée de xi en 0 plus epsilon, plus epsilon fois mu fois g. Encore une fois je fais tendre epsilon vers 0, et on déduit qu'on a A qui vaudra K0L fois dérivée de xi par rapport à x en 0. Okay. Or la dérivée de xi par rapport à x, ça va être quoi? On voit que c'est égal à du mu g sur k0l x plus a. Si on fait tendre x vers 0, en fait on aura juste du a. Et du coup bah a on voit que c'est égal à mu gl sur k0l. Donc ça en fait on voit que ça va être égal à du k0l déjà fois mu gl sur k0l. Okay. Ici on peut donc simplifier par k0l. On obtient donc du mu gl. Or mu l c'est quoi? Mu l on a dit que c'était le poids. Donc enfin la masse totale pardon du ressort. Donc on obtient mg et donc en fait on a quoi? On a qu'au final l'attache va en fait compenser le poids total du ressort. Enfin plus précisément le poids. Ouais c'est ça en fait le poids total du ressort. Et du coup bah ça c'est tout à fait logique. Donc on est très content de trouver ce résultat là qui lui par contre est entièrement logique. Et donc évidemment, si on retrouve ce résultat-là logiquement, ça veut dire que là on a également bien un 2. Donc vous voyez que bon du coup le 2 là on s'est pas trompé. Parce que du coup en intégrant on a bien un x carré sur 2 qui sort. Juste du coup je sais pas pourquoi on a du mg sur k ensuite. Voilà. Ok bon. Donc là c'est cool parce qu'on a fait une partie de l'exo, mais en soi c'est pas la partie la plus intéressante. La partie qui est un peu plus intéressante, c'est que donc désormais on va se mettre à lâcher le ressort. On va se mettre donc à lâcher le ressort. Il y a un champ de variable qui est donné par l'énoncé qui nous dit que donc désormais en fait on va reconsidérer donc la cote et en gros on va effectuer le champ de variable donc le grand x qui donc dépend on va voir de petit x et dt, on va voir ce que c'est grand x plus tard. On a dit donc que ça vaut ça. Petit x plus delta. Donc en fait là on se doute que ça va être la cote donc à l'instant t de la tranche de ressort qui était initialement, qui aurait dû être à la position x quand le ressort était au repos. Ok, donc évidemment du coup cette cote elle vaut bien x puisque au repos on a bien l'altitude x du coup du ressort, enfin on a bien la longueur du ressort plus le petit déplacement, et du coup ce déplacement en fait il va être égal à quoi? Il va être égal à 1/2 de gt carré plus xi de x. Et donc en fait ça finalement est de t évidemment parce que cette fois-ci du coup on dépend de t. Okay. Donc là du coup cette fois-ci on trouve quoi? On trouve donc en fait que la cote globale du coup est bien de la petite tranche qui normalement est à l'altitude x. Cette fois-ci c'est égal à x, donc l'altitude qu'il devrait avoir à la base, plus le terme lié à la gravité, parce que du coup maintenant notre ressort va tomber à cause de la gravité, plus évidemment le déplacement lié à l'onde dans le ressort. Ok, donc du coup dans un premier temps on nous demandait de justifier et d'analyser un petit peu cette équation, donc, et notamment ce delta. Et ensuite dans un deuxième temps en fait on nous demande de démontrer que en fait le déplacement donc xi de x dt en fait répond à une équation d'Alembert. Donc ça c'est évidemment un petit peu c'est pas évident à montrer. En tout cas, on aurait pu s'attendre à ce que le terme g apparaisse. Donc en fait, on va voir que tous les termes en gravité vont se simplifier. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, on va de nouveau appliquer un PFD. Donc cette fois-ci, on a un ressort qui tombe. Donc on va de nouveau appliquer un PFD entre les tranches x et x plus x sur notre ressort. Donc on est toujours dans un référentiel galiléen, tout ça. Donc on a toujours la force à gauche, la force à droite et le poids. Sauf que cette fois-ci, on a une accélération qui est non nulle puisqu'on n'est plus en statique. On va donc avoir, concernant les forces qui est à gauche, je vous refais pas toute la démonstration, et vous aurez ça. Encore une fois, j'ai projeté mon PFD sur x. Et là, j'ai des x aussi. Ok. Et ensuite, maintenant, à droite, vous aurez quoi? À droite, vous aurez donc évidemment la masse de votre système, c'est-à-dire mu dx, fois son accélération. Son accélération, c'est la dérivée seconde temporelle de quoi? Et en fait, c'est la dérivée seconde temporelle. Il y a beaucoup de gens ici qui m'ont mis xi. Or, en fait, ici, c'est pas xi du tout. Et sinon, de toute façon, on voit que le g pourra pas partir. En fait, ici, ça va être grand x ou delta. On voit que c'est pareil parce que c'est pareil à un x près, un x est constant. Et en fait, pourquoi est-ce que ça va être grand x ou delta? Parce qu'en fait, ici, ce qui nous intéresse, donc pour définir l'accélération, c'est que c'est la variation seconde de quoi? De la position, si on veut, de notre petite tranche. Et en fait, ce qui compte ici, c'est la position, en fait, c'est la variation de position, on voit bien, c'est la variation de position de la tranche de ressort. C'est ça qui va définir son accélération.
Si jamais vous prenez un ressort sans onde et que vous le faites tomber, bah vous allez avoir une accélération qui va être uniquement liée à la pesanteur. Parce que si vous prenez un petit bout de votre solide, ou je sais pas, de votre point, bah votre point il va varier d'une certaine position en fonction du temps. Et la position d'où il va varier, bah du coup ce sera delta. Et donc bah ici du coup delta va valoir ceci. Donc en fait c'est pour ça qu'ici, il faut mettre donc soit grand X soit delta, on va voir que c'est équivalent. Parce que bah du coup, en fait bah juste vous changez de référentiel. Mais bon les deux référentiels, hein, le référentiel grand X et le référentiel delta, bon ça change d'une constante, hein, donc ça change pas grand chose quand vous cherchez l'accélération. Même quand vous cherchez la vitesse d'ailleurs. Donc bon bah du coup ici bon moi je vais mettre grand X parce que je trouve que c'est un peu plus de sens en fait de considérer que réellement ici l'accélération c'est donc la dérivée seconde de la position, enfin de la position qui bouge pour le ressort, et donc ici la position qui bouge c'est bien grand X, c'est bel et bien la cote totale. Et c'est pas du tout que xi, c'est la cote totale. Si vous aviez que xi, c'est que vous vous placiez déjà dans le référentiel du ressort en train de tomber. Or là on est dans le référentiel du laboratoire, donc le mouvement de la tranche de ressort elle est liée et à xi et à g. Ok. Bon bah là du coup je pense que vous voyez que tout tombe, hein, parce que bon évidemment on va commencer par simplifier par dx, on va même simplifier par mu, écoutez tant qu'on y est. Donc on va avoir la dérivée seconde de delta. Alors la dérivée seconde de delta c'est quoi? Bah c'est la dérivée seconde de 1gt carré plus xi de x et de t par rapport à t. Et ça du coup ça va être à quoi? Donc on a dit qu'on avait divisé par mu gx, donc là on aura du k0l sur mu fois la dérivée seconde de xi par rapport à x2. Ok nickel, plus bah là il ne restait que g, parce qu'on a dit qu'on avait déjà simplifié par mu. Et donc bah, à partir de là, bah, ça on sait que la somme des dérivées c'est la dérivée de la somme. Donc la dérivée du premier morceau, ça va être 1 demi de g fois t carré. Ça on le dérive deux fois, donc au début on obtiendra du 2t, après on obtiendra juste du 2. Donc là on voit qu'on va obtenir au final juste du g, ok. Et donc en fait les g vont se simplifier. Et donc en fait bah, il va nous rester uniquement, donc si je développe un peu ça, donc ça va être égal à la dérivée seconde de 1 demi de gt carré par rapport au temps, plus la dérivée seconde de xi, de x et de t par rapport au temps. Et donc en fait bah, ça va être égal donc à g plus la dérivée seconde de xi, de x et de t par rapport au temps. Ok, bah du coup bah on voit qu'on peut simplifier par g. Et donc en fait finalement il nous reste quoi? Il nous reste donc bel et bien une équation de d'Alembert, tout à fait classique, avec du coup vraisemblablement une célérité au carré qui vaut k0l, donc on peut se demander si c'est bel et bien une célérité au carré. Donc en fait k0l c'est quoi? K0l ça va être une force, tout simplement parce qu'on voit que l'expression de notre force c'était quoi? C'était k0l fois dxi sur dx. Or xi ça a une longueur, x c'est une longueur, donc en fait là c'est k0l fois un truc homogène à 1, du coup bah k0l c'est une force indirectement. Donc là on a bien une force, donc une force c'est en m l t-2, et on divise par une masse clinique, donc on divise par du m, on est content, et par du l-1. Donc au final on a du m L t-2 divisé par du m L-1. Les L vont simplifier, le L va remonter. On obtient donc du L carré t-2. On a donc bel et bien un C carré. On a bel et bien une équation de d'Alembert homogène. Donc on peut l'encadrer. Et donc on peut reconnaître notre fameuse célérité qui aura donc du K0L sur mu. Ce qui est cool. Donc du coup, comment est-ce qu'également on peut interpréter ce petit changement de variable là que j'ai pu donner? Bah ça, on peut l'interpréter comme un changement de référentiel, hein, du coup, puisque là, vraisemblablement, on se passerait plutôt dans le référentiel en fait du ressort. Hop. Et donc bah, à partir de maintenant il faut la résoudre. Et là ça devient un peu plus compliqué. Parce que donc en fait l'idée c'est quoi? Bah, c'est que l'idée, vous savez que cette équation là elle a plein de solutions. On peut éventuellement lui trouver des solutions qui sont donc en ondes progressives sinusoïdales, harmoniques, bon ça revient un peu la même chose de dire sinusoïdale. Des ondes progressives planes, harmoniques, voilà. Et on peut également trouver donc des ondes stationnaires, on peut juste trouver de manière générale des ondes planes, progressives. Donc pas forcément sinusoïdal, hein. Et en fait là c'est ce qu'on va avoir, parce que la forme la plus générale c'est quoi? Bah c'est juste des OPP, donc des ondes progressives planes. Et encore, on pourra juste trouver des ondes progressives. Bon là on a une dimension donc ce sera plan. Et en fait du coup de manière générale les solutions elles sont quoi? Bah, les solutions elles sont en constante, donc enfin f de z moins ct, plus g de z plus ct. Ce sont les solutions les plus on va dire les plus générales. Pour ça je vous laisse vérifier que ces solutions, essentiellement en fait il suffit d'injecter f. Et du coup bah, vous allez dériver deux fois, et vous allez voir que vous allez bien tomber sur 0 égale 0, et d'injecter g, vous allez voir que vous allez également tomber sur 0 égale 0, donc tout va bien. Et éventuellement, bah, du coup, puisque l'équation est linéaire, si f est solution et g est solution, f plus g est solution de manière générale. Évidemment, éventuellement avec des constantes devant, bon ça vous pouvez les recaler dans f et g. Hein. Ok. Et donc bah, c'est pour ça qu'ici on va chercher une solution hyper générale, parce qu'on n'a pas du tout un mouvement qui est trivial à étudier. Et donc la solution de manière générale qu'on va chercher, ça a donc été galaxie de z, de x. Et là j'ai mis des z, hein, mais en fait c'est des x hein, du coup. On va donc chercher donc du f ici de x et de t sous la forme f de x moins ct plus g de x plus ct. Et on sait essentiellement plusieurs choses. On sait quoi? On sait d'une part, on a une condition initiale. Puisqu'on sait donc que xi de x et de t égale 0, bah ça va être égal à xi de x, celui qu'on a déterminé précédemment. Et enfin, on sait que xi point de x et de t égale 0,
ça fait 0 parce qu'on a attendu que notre ressort était en statique. De manière générale, on a aussi nos deux conditions limites. Je ne les ai pas forcément précisées, mais là, puisque le ressort tombe, en fait, on voit qu'on a deux extrémités libres. Donc je vous refais pas le même raisonnement parce que je l'ai déjà fait 2 fois, mais ça veut dire que vous appliquez votre PFD ici au bout, votre PFD ici au bout. Vous allez avoir, là il y a peut-être un petit truc qui change en fait, donc je vais le préciser vite fait. Si vous appliquez votre PFD, donc ici au tout petit bout, donc entre L et L moins epsilon, bon bah en fait vous allez avoir quoi, donc bon il faut faire un peu gaffe, hein, mais en gros vous allez avoir mu dx, d'ailleurs pas dx, je vais prendre epsilon du coup, il faut la dérivée seconde de grand x par rapport à t carré. Et là, du coup, vous allez vous retrouver avec fg, donc moins fg, je vais directement considérer que j'ai projeté sur x, hein, plus mu epsilon fois g. Et en fait, l'idée, c'est donc ici, vous allez faire tendre epsilon vers 0. Donc ça, évidemment, ça dégage toujours vers 0. Et là, ça va aussi faire 0. C'est juste là que c'est un peu non trivial. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'accélération reste finie. Une accélération qui devient finie, ça n'a pas de sens. Donc en fait, tomber ici epsilon vers 0, enfin tendre epsilon vers 0, tout ça, ça va bien aller à 0 aussi. Du coup, au final, vous avez quoi? Bah, vous avez fg en L qui vaut 0. Et fg, c'est quoi? Bah, c'est k0 fois la dérivée de x en L. Donc bah, du coup, la dérivée de x en L vaut 0. Ok, bon, vous faites la même chose en 0, hein, donc ça vous avez bel et bien des extrémités libres. Donc vous allez aussi avoir ça. X en L qui vaut 0. Voilà. Donc là, vous avez 4 conditions. Et en fait, bah, toutes ces conditions limites vont vous permettre de pouvoir trouver des solutions qui conviennent. Le problème, c'est que c'est immonde, parce que du coup, je vous lis un petit peu tout ce qu'il faut trouver. Il faut trouver à la fois que f de z égale g de z. Il faut ensuite trouver que f de z est une fonction paire, que c'est une fonction qui est périodique et que sa période vaut 2L. Et qu'elle est égale à 1,5 de xi de z pour 0, pardon, z, du coup comprendre 0 et L. Du coup, bon, ici, bon, vous avez compris qu'en fait mes z c'est dx, hein, mais bon, ça change pas grand chose. Donc vous voyez que vous avez plein de conditions à trouver, et c'est clairement des conditions qui sont non triviales. Et après c'est encore plus galère, parce que du coup en fait maintenant donc, vous allez trouver votre solution, sauf qu'en fait bah, du coup votre solution vous voyez qu'elle va varier en fonction de votre temps. Parce que du coup si vous considérez un temps, on va dire, enfin l'idée c'est que votre temps va se propager, hein, parce que là vous voyez bien sur ce dessin là, ici, qu'en fait l'extrémité basse du ressort, là, bah, elle a toujours pas réalisé que l'extrémité haute était tombée, parce qu'une fois que l'extrémité haute est lâchée, bah, du coup, là, il y a une information qui part de l'extrémité haute qui va se déplacer à la vitesse c pour arriver jusqu'à l'extrémité basse. Et du coup, en fait, il y a des temps. Donc, typiquement, si jamais vous déplacez à cette itérité c et que vous devez parcourir une distance L, votre temps, ce sera L sur c. Du coup, pour des temps inférieurs à L sur c, en fait, l'extrémité basse, elle a toujours pas compris qu'il fallait qu'elle bouge. Donc, vous comprenez que c'est une résolution qui est compliquée et qui est assez relou. Donc, j'y consacrerai peut-être une vidéo un petit peu plus tard. Dans tous les cas, si vous voulez rapidement chercher f du coup de x, donc de vérifier plusieurs contraintes, donc pour ça il faut utiliser ces conditions limites là dans le bon sens, parce que bah en fait bon voilà, faut utiliser ça dans les bons sens, sinon c'est chiant et vous allez patauger. Mais en gros essentiellement il faut donc chercher, donc montrer pardon, que g de x égale f de x. Il faut montrer également que f de x est paire, que f de x est périodique de période de L. Et enfin, il faut montrer que f de x, c'est égal à 1,5 de xi de x. Vous voyez que si vous avez ça tombe directement, parce que bah, du coup, f de x égale g de x, vous placez en t égale 0, bah, du coup, vous savez que vous avez x de x qui vaudra 2f de x, donc vous divisez par 2, ça va directement. Le fait qu'f de x soit paire, vous aurez besoin de montrer qu'elle est paire pour ensuite montrer qu'elle est périodique, ça sera plus simple. Donc essayez d'abord de montrer ça et ça, et ensuite, bah, ça, vous voyez que c'est évident quand vous avez ça, et ça, bah, ça proviendra de là. Bon voilà, peut-être que du coup avec tous ces petits indices là, voilà, je vous laisse chercher un petit peu. Moi du coup j'essaierai éventuellement de vous corriger ça plus tard, mais c'est vraiment pas la priorité ici. Vous voyez qu'en tout cas c'est un exo qui est quand même cool, parce que je trouve que ça fait retravailler pas mal de choses sur les ondes et les dimensions. Et c'est clairement non trivial, et ça permet de retrouver des résultats sympas, genre le fait que l'accroche par exemple au piscin, le fait que l'accroche elle doit bien compenser le poids du ressort, ce qu'on vient montrer ici. De manière générale, les relations sur les ondes, c'est pas les trucs les plus compliqués, mais il faut bien les traiter. Et c'est toujours un peu la même démarche, hein, petite relation infinitésimale pour en déduire une relation générale, qu'ensuite vous allez chercher à intégrer en utilisant vos conditions limites et en injectant des formes particulières dedans. Donc ici les formes particulières, ce sera f et g, c'est ces formes là qu'il faudra, enfin f plus g, c'est ces formes là qu'il faudra injecter. Et en fait ça fait des exos qui sont plutôt cool. Vous voyez qu'on arrive quasiment à 30 minutes et honnêtement j'ai débité et j'étais à l'aise parce que bah, évidemment je connais déjà les calculs. Donc vous voyez que ça fait c'est assez raisonnable, hein, de demander tout ça en 30 minutes. En tout cas moi j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois je sais pas ce que je ferai tout de suite, mais je vais peut-être commencer à corriger de la thermo. Donc moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne journée et des bons courage pour tous les gens qui passent les euros. Allez, à plus.